Bonsoir Madame, Messieurs, bienvenue à ce journal sur Cam News 24. D'abord les titres. Coopération Cameroun-Banque mondiale, on célèbre la performance du financement basé sur les résultats. Le ministre de la Santé publique et le directeur des opérations de la Banque mondiale ont co-présidé ce 25 juillet 2013 dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique la cérémonie officielle de remise du prix de l'excellence du financement basé sur les résultats au Cameroun par la Banque mondiale. Le compte-rendu de cette cérémonie dans ce journal. Conférence des gouverneurs, René Emmanuel Sadi a clôturé ce 25 juillet 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé la traditionnelle conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Principale recommandation du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation aux intéressés, le maintien de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin du 30 septembre 2013. Et puis en sport football, le président du comité de normalisation de la FECAFOOT vient de mettre fin à toutes les interrogations portant sur le mandat du général Pierre Semengue. Joseph Aouna a nommé cet après-midi les membres du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun, avec justement comme président Pierre Semengue. Voilà pour les titres. Mais avant, ouvrons ce journal en politique du rififi au sein du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, section Vaury 3. Les guerres de positionnement divisent les responsables du parti et les membres du bureau des sections se prononcent. Dans le cadre de leur réunion extraordinaire le 24 juillet dernier, ils ont condamné les actes irresponsables du président de la section RDPC, Mongazan, et fustigé les insurrections orchestrées à l'endroit du parti par l'honorable Célestin Ketchanga. Bonandogmo et Zobela Polnermbon. Cette réunion intervient dans un contexte marqué par une guerre de positionnement. Laquelle guerre a amené certains responsables à poser des actes contraires à l'idéologie du parti. Ainsi, du compte rendu de réunion mis à notre disposition ce 25 juillet, il ressort que les membres du bureau des sections RDPC, OFRDPC et OJRDPC Vaury 3 se désolidarisent de tels agissements et condamnent avec la dernière énergie les déclarations tapageuses faites dans les médias par le président du bureau des sections RDPC, Mongazan. Nous ne sommes pas un organe indépendant. Nous avons obligation de respecter la discipline du parti. Et je voudrais, en ma qualité de vice-président de la section OJ, sensibiliser tous les camarades jeunes de ne pas faire une fixation au mouvement de présélection de nos camarades qui s'est déroulé. Ce n'est qu'une étape dans le fonctionnement de notre parti. RDPC est indivisible. Le militant RDPC est légaliste. Nous sommes soumis à des investitures de notre parti, de la hiérarchie. J'appelle donc tous les militants, surtout l'OFRDPC, à être sereins. Il s'insurge par la même occasion contre les insurrections montées de toutes pièces par l'honorable Célestin Ketchanga. Toute chose qui contribue à ternir l'image du parti. Ainsi, l'ensemble des membres du RDPC constitue un organe de discipline tel que le prévoient les articles 34 et 80 des statuts du parti, a instruit aux délégués au conflit d'ouvrir une instruction à l'endroit de Mongazan afin de mettre en place des mesures disciplinaires relatives à ce cas d'indiscipline aggravée. Les militants, quant à eux, ont été sensibilisés sur le retrait de leur carte d'électeur. Ceci afin de se rendre massivement aux urnes le 30 septembre prochain et assurer une victoire au RDPC à Vaury 3. Restons dans nos municipalités. La commune de l'arrondissement de Douala 2e évalue l'exécution à mi-parcours du budget 2013 en même temps qu'il examine le compte administratif de l'exercice 2012. C'était toujours à l'occasion de la double session ordinaire du conseil de la dite municipalité, le dernier marquant la fin du mandat des différents conseils municipaux. La présidente du conseil, Denise Fompou, en a profité pour remercier toutes les parties prenantes à la réussite des travaux. Divinapi, José Ngongon. Environ 800 millions de francs CFA de recettes et un peu plus de 300 millions de dépenses ont été enregistrés au 30 juin dernier par la commune de Douala 2e au terme des 6 premiers mois de l'exécution du budget de l'année en cours. Les recettes sont en légère augmentation par rapport à l'exercice 2012 qui affichait moins de 700 millions de francs CFA. C'est le résultat des efforts conjugués des différentes parties prenantes malgré l'incivisme fiscal posé par certaines personnes sur le terrain. Quant au compte administratif de l'exercice 2012, les recettes sont évaluées à plus d'1 milliard de francs CFA et les dépenses à plus de 900 millions.
une augmentation de 2,54% de recettes par rapport à l'exercice 2011. Nous nous sommes rendus compte que par rapport aux années précédentes, nous sommes en nette augmentation par rapport à notre taux de recouvrement de recettes. Donc, nous avons saisi l'occasion pour dire merci à tous ceux qui, durant toute notre mandature, nous ont soutenus de près ou de loin, et dire également merci aux conseillers municipaux qui ont également participé à la réalisation de tous nos projets. Les missions étaient axées entre autres sur l'éducation, la santé et le bien-être de la population. C'est ainsi que des salles de classe ont été réhabilitées, des médicaments distribués aux nécessiteux et personnes âgées, 18 passerelles construites et une journée propreté instaurée entre autres. Ces actions ont profité de l'appui des autorités administratives, en l'occurrence la tutelle locale en la personne de Paul Béana Seri, préfet du département du Vouri. Rappelons que cette double session du conseil de Douala 2e marquait la fin de mandature des conseillers de la municipalité, commencée en juillet 2007. Et nous le disions en titre coopération Cameroun-Banque mondiale, on célèbre la performance du financement basé sur les résultats. Le ministre de la Santé publique et le directeur des opérations de la Banque mondiale ont co-présidé ce 25 juillet 2013 dans la salle de conférence du ministère de la Santé publique la cérémonie officielle de remise du prix de l'excellence du financement basé sur les résultats au Cameroun par la Banque mondiale. Le compte rendu de la cérémonie avec Jean-Pierre Bitongo, Alexis Claude Amougou. Il s'agit là de la reconnaissance de la Banque mondiale pour l'excellence dans la mise en œuvre du projet financement basé sur les résultats en santé. Une idée novatrice qui aura amélioré la qualité et la quantité des services fournis aux populations. Sur les centaines de projets que l'institution de Bretton Woods supporte dans les pays africains, cette année, 76 ont été proposés pour une distinction pour leur performance durant l'année fiscale 2013 de la Banque mondiale qui va de juillet 2012 à juin 2013. Des 76 projets, seulement 28 ont été sélectionnés et primés à travers l'Afrique. Et le Cameroun en compte 2. Le projet de filets sociaux a été approuvé en avril 2013 pour son originalité et le projet d'appui aux investissements dans le secteur de la santé qui a été retenu pour son effet transformationnel sur le système de santé. En somme, c'est le gouvernement camerounais et la politique sociale du président Paul Biya qui viennent d'être ainsi honorés. Nous avons pensé qu'il était possible que nous puissions augmenter la performance dans nos formations sanitaires. Performance dans l'accueil des malades, performance dans le suivi des patients, performance dans les secteurs sensibles comme la vaccination des jeunes enfants, le suivi des femmes enceintes, la réduction des décès lors des accouchements. La reconnaissance de la Banque mondiale est un motif de satisfaction et d'encouragement. Et nous vous l'annonçons également en titre, le ministre René Emmanuel Sadi a clôturé ce 25 juin 2013 au Palais des Congrès de Yaoundé la traditionnelle conférence semestrielle des gouverneurs des 10 régions du Cameroun. Principale recommandation du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation aux intéressés, le maintien de la paix, de la stabilité et de la cohésion sociale avant, pendant et après le scrutin du 30 septembre prochain. Sadou Mamoudou, Marcène Vadrabin et le récit de Donald Anouzoua. Cette traditionnelle rencontre des gouverneurs placés sous la houlette du ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, René Emmanuel Sadi, qui quitte la scène ici à Yaoundé, intervient au lendemain de la tenue en ces lieux du sommet des chefs d'État sur la sûreté et la sécurité maritime dans le golfe de Guinée et à l'aube de la tenue sur l'ensemble du territoire national du double scrutin législatif et municipal du 30 septembre prochain. Concours de circonstances ou hasard de calendrier, ces différents rendez-vous ont pour dénominateur commun les défis sécuritaires, dira René Emmanuel Sadi. Un objectif qui vient se greffer à la traditionnelle retrouvaille des patrons des régions, une retrouvaille qui aura permis aux 10 chefs des régions de plancher sur l'applicabilité des clauses du tout premier sommet sur la sécurité maritime, tenu les 24 et 25 juin 2013 à Yaoundé, nous confient les gouverneurs rencontrés pour la circonstance. Quoique ces élections restent la chasse gardée d'élections au Cameroun sur le plan organisationnel, le MINAT n'a pas manqué de relever le rôle joué par les différentes administrations dans l'organisation des scrutins précédents. Au demeurant,
C'est donc un rendez-vous historique au regard des enjeux et idéaux de la nation qu'il faut sauvegarder, notamment la paix, la stabilité et la cohésion sociale, a réitéré René Emmanuel Sadi. Et la distinction des chefs des régions n'aura alors son sens que si les résultats des urnes acceptés par les différents acteurs politiques au soir du 30 septembre 2013. À l'université de Douala, l'on est prêt pour la double cérémonie de l'inauguration officielle du campus de Lobissou et de la sortie de la première promotion des étudiants de la faculté de médecine. En prélude à cet événement qui aura lieu demain, 26 juillet, le recteur Dieudonné Oyono a rencontré la presse pour asseoir la stratégie de communication autour de cette cérémonie. Voici donc une attitude du professeur Dieudonné Oyono au cours de ce point de presse. C'est une cérémonie de sortie de la première promotion des médecins de l'université de Douala. Mais c'est une cérémonie qui est couplée par l'inauguration officielle du campus de Lobissou. Parce que vous savez que ce campus renferme deux établissements, la faculté de génie industriel et la faculté de médecine. Le président Paul Biya a opté pour la professionnalisation des enseignements. C'est à cet effet qu'il a mis en place le programme d'appui à la composante technologique et professionnelle. Ce programme qui est dirigé par le ministre de l'Enseignement supérieur. Et c'est ce programme-là qui a construit les locaux de Lobissou. Je souhaitais vous dire qu'il s'agit d'une première étape. Parce que l'année prochaine, la faculté de génie industriel sera logée à Lobissou. Je voulais également vous dire que, évidemment, tous les travaux ne sont pas encore achevés. Et que c'est de manière symbolique que le ministre a voulu que la cérémonie se tienne à Lobissou. Dans un tout autre registre, le complexe industriel-portuaire de Kribi, au centre d'une évaluation à mi-chemin, le comité de pilotage de ce projet vient de se prononcer sur le niveau d'avancement des travaux lors d'une descente sur le site même de ce complexe. Pour les responsables en charge de la coordination et de la supervision du projet, les travaux évoluent normalement et seront livrés dans les délais prescrits. Reportage de Gonzaga, Archange Bada et Bintou Akoum pour le récit. Situé à 40 km de Kribi, ce complexe industriel-portuaire compte parmi les infrastructures qui portent le défi de l'émergence du Cameroun à l'horizon 2035. 21 mois après le lancement de ce chantier par le chef de l'État, le niveau d'avancement des travaux qui se situe à 60% est jugé satisfaisant. Comme pour tous les chantiers, on peut avoir quelques petits couacs. Je pense que globalement, nous allons tout simplement retenir que les travaux évoluent normalement. Actuellement, l'on constate l'achèvement de certains ouvrages de base, comme le dragage des chaînages, la construction de la digue de protection de 1350 mètres, entre autres. Grâce à l'expertise de l'entreprise chinoise qui exécute les travaux, il n'y a véritablement pas d'inquiétude à se faire sur la qualité d'exécution de ce projet. Vous avez vu la station de concassage, vous avez vu que les matériaux sont bien stockés, les matériaux sont de bonne qualité. En ce qui concerne la main-d'œuvre, nous avons une entreprise qui est à pied d'œuvre, qui a une expérience internationale. Et cette entreprise emploie des travailleurs chinois et camerounais qui sont bien formés. Pour le volet du contrôle, le contrôle se fait bien sûr au quotidien par la mission de contrôle technique, appuyée aussi par une équipe de l'unité opérationnelle. Cette œuvre, dont la première phase est évaluée à 280 milliards de francs CFA, va révolutionner le tissu économique camerounais. Ce chantier, en tant que gisement d'emploi, résout déjà, bien qu'à court terme, l'épineux problème de chômage. Sur un tout autre plan, les populations déguerpies restent à l'attente de leur indemnisation. Une situation qui embarrasse les forces vives du département de l'Océan. Ce projet commence
à nous mettre en difficulté. Aujourd'hui, on est en train de lancer le bitumage de la route Kribi-Lolabé. Il faut indemniser toutes les personnes. Mais vous n'allez pas aller expliquer à ces gens qu'il faut déguerpir, on va vous payer, on va vous indemniser après. Si leurs frères de la zone portuaire ne sont pas, depuis 3 ans, ils ne sont pas indemnisés, comment ces gens vont accepter d'être délogés de leur zone pour que la route puisse passer jusqu'au port? L'accélération des travaux de ce projet, constitué de 4 composantes, permettra de toute évidence au premier bateau d'accéder au rivage de l'océan Atlantique à Kribi au soir du mois de juin 2014. À présent, assainissement du secteur des transports dans la région du Sud. Les responsables régionaux des transports, de l'emploi et de la formation professionnelle et des collectivités territoriales décentralisées autour d'une même table avec les syndicats des mototaxis. L'objectif poursuivi porte sur l'assainissement et la relance de ce secteur d'activité névralgique qui fait couler beaucoup d'encre et de salive. Le chef de la division économique des services du gouverneur du Sud, qui vient de présider les travaux de cette concertation régionale, a recommandé que des mesures de facilitation de l'insertion socio-professionnelle des acteurs de ce secteur soient prises d'urgence. Retrouvons une fois de plus Louis de Gonzaga, Archange Banda pour le reportage. Cette concertation se situe dans un contexte encadré par le décret du Premier ministre réorganisant le secteur du transport par moto-taxi et le clin d'œil du chef de l'État aux acteurs de ce secteur lors de son adresse à la jeunesse le 10 février 2013. Parmi les tas qui entachent le bon déroulement de cette activité, on peut citer le refus de se syndiquer, l'incivisme, l'indiscipline des conducteurs marquée par le non-respect du code de la route. Pour les syndicats qui ont dénoncé une fois de plus les tracasseries policières et la pression fiscale, seul un dispositif de travail en synergie peut permettre de réduire les problèmes du transport par moto-taxi. Ce qui fait problème en matière d'identification, c'est que les services ne sont pas bien organisés, à savoir les communes, les services de transport et les syndicats. Ces 3 services ne travaillent pas en synergie pour qu'il y ait un bon consensus en matière d'identification des mototaxis. En reconnaissant les mérites de cette profession qui vont de l'apport indéniable du secteur des transports à la lutte contre le chômage des jeunes, en passant par l'encadrement des familles, Jean-Marie Essam, chef de la division économique des services du gouverneur, a insisté sur la nécessité d'un meilleur encadrement des acteurs de cette filière. Il s'agira alors de les identifier, les former et les éduquer. En santé, le Cameroun enregistre chaque année de nombreux cas d'hépatite virale. Ce type d'affection très peu connu fait d'énormes ravages et seule la sensibilisation et surtout la vaccination peut freiner les dégâts causés par les hépatites virales dans notre pays. Un symposium sur la question vient de se tenir ici même à Douala. L'été avec Jean-Jacques Ndoa et Serge Tetka. 100 fois plus contagieuses que le VIH-Sida, les hépatites virales sont un grave problème de santé publique. Pour les gastro-entérologues du Cameroun, confrontés au quotidien à cet autre tueur, le dépistage précoce est une arme fatale de poids. Il en est de même de la sensibilisation qui permet de prévenir le mal et de la vaccination qui permet de s'en protéger. Car, il faut le reconnaître, le traitement dure 72 semaines et coûte plusieurs millions de francs CFA, mais la guérison n'est pas encore possible. Et c'est là que réside toute la difficulté. Les coûts liés aux hépatites virales sont très élevés. Je crois que la principale difficulté est financière, parce que ce sont des traitements qui coûtent cher, surtout le traitement de l'hépatite C. Le ministère de la Santé nous permet de baisser les coûts, comme on vous a expliqué, à cause du programme Access avec Roche, mais ce qui reste à payer est élevé. Les hépatites virales B1 se transmettent de la mère à l'enfant. Le type C s'attrape par les produits sanguins souillés et ses dérivés, la drogue, les objets tels que les rasoirs, la brosse à dents et bien d'autres choses. Il faudrait aussi mentionner les rapports sexuels non protégés, surtout en milieu homosexuel. L'on apprendra ainsi que le Cameroun est une zone de forte endémicité à l'hépatite virale B. Ainsi, plus de 2 millions de Camerounais vivent avec le virus des hépatites virales, d'où la nécessité d'agir dans l'urgence pour freiner la tendance.
En sport à présent, Ligue de football professionnel du Cameroun, l'ambiance était sereine ce matin dans les locaux à quelques heures de la mise en place du comité provisoire de gestion. Le personnel qui ne s'attendait pas à une quelconque désignation d'une nouvelle équipe par le président du comité de normalisation est resté sur le qui-vive. Nos reporters se sont rendus ce jeudi matin au quartier Fouda, siège de la Ligue. Voici leur reportage. 10h30, ce 25 juillet 2013, l'ambiance est sereine dans les locaux de la Ligue de football professionnel du Cameroun, 6 au quartier Fouda à Yaoundé. Les employés en servi dans cette structure vaquent tranquillement à leur occupation. Aucune tension, aucun changement d'attitude, aucun mouvement laissant croire qu'un déménagement se prépare. Pourtant, ce 25 juillet 2013 n'est pas une date ordinaire pour cette structure mise en place depuis le 25 juillet 2011. À la même date l'année dernière, le général Pierre Semeng était désigné comme président de la Ligue de football professionnel du Cameroun. Selon certaines sources, Pierre Semeng entend finir la feuille de route qu'il s'est fixée au début de son mandat, mais qui coince aujourd'hui à cause du refus de certains clubs à se transformer en société à responsabilité limitée. Jusqu'ici, seuls 8 clubs, Yon Sport Academy de Bamenda, Ndjalakwan Sport Academy de Limbe, Renaissance de Ngoumou, Achille Football Club de Sa, APGS de Mfou, National Polytechnique de Bamenda, Tonnerre de Yaoundé, Dragon Club de Yaoundé, ont fait parvenir jusqu'à date les documents attestant de la transformation de leur club en société. Si à minuit, rien n'est fait, l'on pourrait constater une certaine vacance. 17 h, alors que tout le monde s'apprête à regagner son domicile. Une information pas comme les autres pollue l'air. La création du CPG avec pour président Pierre Semeng. Le débat est clos, sans doute. Et justement, notons à votre suite que le président du comité de normalisation de la FECAFOOT vient de mettre fin à toutes ces interrogations. Joseph Aouna a nommé cet après-midi les membres du comité provisoire de gestion de la Ligue de football professionnel du Cameroun avec comme président Pierre Semeng, vous le disiez, Michel Ateba, Franck Api comme premier vice-président, Pascal Bobilon Aouna deuxième vice-président, Gabriel Mabouré Teki est la même membre. Avec 8 mois de mandat, les intéressés ont pour principale mission de gérer les affaires courantes, réélire les statuts et organiser des élections au plus tard le 31 mars 2013. À présent, hors de nos frontières en Espagne, au moins 80 morts dans le déraillement d'un train, vitesse excessive et sécurité mise en cause. En Égypte, pro et anti, Mohamed Morsi se mobilise à la veille de nouvelles manifestations. Et puis insolite, un coq géant couleur bleu roi a élu domicile dans le centre de Londres sur la célèbre place Tirafar. La page étrangère est signée Bintou Akouma. Un excès de vitesse est l'hypothèse privilégiée pour expliquer l'accident de train de Saint-Jacques-de-Compostelle qui a fait 80 morts selon un bilan officiel. Un des conducteurs du train fait désormais l'objet d'une enquête. Une caméra de surveillance aurait filmé le drame, mais une enquête est en cours pour authentifier ces images. 7 jours de deuil ont d'ores et déjà été décrétés en Galice et 3 jours de deuil national. Ce vendredi s'annonce comme une journée sous tension en Égypte, où les frères musulmans et le camp islamiste ont appelé à manifester en masse contre le coup d'État qui a destitué le président Mohamed Morsi le 3 juillet dernier. Le camp islamiste se mobilise ce vendredi conformément à des appels à manifester en masse lancés dans tout le pays. Cette journée aura valeur de test car l'appel un vendredi du rejet par la coalition nationale de soutien à la légitimité qui regroupe plusieurs partis et mouvements islamistes dont les frères musulmans. Un projet de loi voté à l'unanimité par le Parlement ce 25 juillet modifie le code pénal. Un nouveau crime est instauré, celui de la réduction en esclavage. En adoptant ce 25 juin un projet de loi visant à harmoniser le droit français et le droit européen, le Sénat a définitivement instauré ce nouveau crime de réduction en esclavage. Un coq géant couleur bleu roi a élu domicile ce jeudi dans le centre de Londres, sur la célèbre place Trafalgar, suscitant les critiques acerbes de défenseurs du patrimoine britannique qui voient dans cette sculpture un symbole du chauvinisme français. L'œuvre de 4,7 mètres de haut, création de l'artiste allemande Katharina Fritsch, va reposer fièrement pendant 18 mois sur le 4e piédestal de l'esplanade touristique londonienne. Et ce gallinacé est aussi l'emblème de la France conquérante. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Passez de très bons moments en compagnie des programmes de CAMNews 24 qui se poursuivent.